Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la crise sanitaire sous un tout autre angle inattendu et surprenant qui me permettra de vous proposer de belles images et de toucher en même temps aux objectifs traditionnels du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, via la médiumnité ou les facultés extrasensorielles. De manière tout à fait inhabituelle, vous allez découvrir des choses de plus en plus extraordinaires et révélatrices, des trucs incroyables et pourtant, c'est garanti, parfaitement authentiques. Et ils vont probablement vous aider à comprendre pas mal de choses sur la situation actuelle. Vous êtes prêts? Générique. Je vous ai déjà parlé de ce qui s'était passé le 27 janvier 2020, soit peu de temps après le tout début de la pandémie et alors que je me trouvais dans la salle d'attente d'un cabinet médical. En attendant mon tour, j'entendais les infos à la radio de la réceptionniste, les infos que vous imaginez bien puisque vous en avez désormais pris l'habitude, et en même temps, je lisais un bouquin, mais pas n'importe quel bouquin. Coïncidence incroyable. L'histoire raconte la propagation très meurtrière d'un virus par de véritables bandits qui disposent déjà du vaccin. Ils vont se présenter tels de grands philanthropes qui vont sauver le monde, mais à la manière de certains philanthropes modernes, c'est-à-dire contre des milliards de dollars. C'est une forme particulière de philanthropie que l'on rencontre parfois de nos jours, parce que les choses ne sont pas toujours celles que l'on croit. Mais la coïncidence ne s'arrête pas là, parce que l'histoire se déroule en grande partie dans un laboratoire P4. Il ne s'agira pas de celui de Wuhan, mais bien de celui de Fort Detrick aux États-Unis. Mais je rappelle que ce n'est qu'un roman qui date tout de même de l'an 2000 pour le copyright et de 2001 pour la traduction française. Comme œuvre visionnaire, ce n'est déjà pas si mal, sauf que Robert Ludlum est décédé en 2001, que certains prétendent que l'opération coronavirus aurait été prévue dès 2002, et que c'est en 2003 qu'est apparu le SARS-CoV-1. Pour ce qui est de ce dernier, je vous livre le contenu de ma lecture de Wikipédia qui dit notamment ceci. Pour ce qui est des vaccins, l'éradication rapide de l'épidémie n'a pas laissé place à beaucoup d'essais cliniques. Un vaccin inactivé, de même que d'autres basés sur les protéines S et N, sont à l'étude depuis plusieurs années. Vous comprendrez cette information comme vous le voudrez. Ma lecture suivante ne devait rien au hasard. Il s'agissait de Médecine en danger ou Qui pour nous soigner demain par le docteur Christophe Seznec et Stéphanie Rohan. Dans ce livre, pour ceux qui l'ignoraient encore, on prend connaissance de l'état désastreux du milieu, aussi bien pour la profession de médecin qu'en ce qui concerne le milieu hospitalier. C'est un discours très différent de ce qui nous a été annoncé peu avant que la pandémie touche nos pays et qui se voulait donc très rassurant. Aujourd'hui, nous sommes loin de ces prétentions, nous qui, en Belgique, avons vu l'épisode des dos tournés à notre ex-première ministre Sophie Wilmès, une ex-première qui nous expliquait les méthodes à mettre en œuvre pour nous protéger du virus et qui se trouve à présent en soins intensifs, nous qui assistons à la pénurie des tests PCR et de ces réactifs, à l'utilisation massive des masques et qui nous faisaient défaut et avaient été décrits comme inutiles avant de devenir indispensables. Je ne me doutais de rien quand j'ai lu Psychologie de la connerie, un livre écrit sous la direction de Jean-François Marmion. Cet ouvrage pouvait s'avérer précieux pour ceux qui se montrent lents à la compréhension, mais aussi sensibles à la propagande. Il n'était pas toujours tendre avec les médias et le journalisme, et on y trouve aussi de sérieux relents de zététique. Alors pour ceux qui l'ignorent, la zététique, c'est un petit peu, si vous voulez, le scepticisme poussé, le scepticisme du scepticisme. Bref, moi j'appelle ça plutôt de l'entreprise de démolition à l'égard du paranormal. Et à ce propos, je suppose que vous avez entendu parler du décès de James Randi, qui était le chef de file, je veux dire, du mouvement zététique. Alors simplement en rapport avec le journalisme, mais sans idée de critique, ça viendra après, il faut que je cite une phrase que j'avais captée à l'époque de la part de l'excellente chroniqueuse Dominique Demoulin. Elle disait « On peut se demander s'il n'y aura pas un avant et un après coronavirus ».
ce qui sous-entendait de profonds changements à l'issue de la crise sanitaire. Sauf qu'à l'époque, et rappelons que c'était vers le début de l'année, cela semblait très péremptoire et très prématuré, surtout si l'on compare avec la situation actuelle. Il était difficile de juger s'il s'agissait d'un professionnalisme exacerbé, ce dont je ne doute pas un instant, ou du résultat de la consultation d'une boule de cristal. Cette phrase m'a profondément interpellé et cela correspondait à l'époque où je subodorais déjà fortement l'hypothèse que nous nous trouvions au sein d'une manipulation. Il y avait pourtant un autre phénomène qui était occupé de prendre forme à mon insu. Enfin, pas tout à fait, mais vous n'allez plus tarder à comprendre. Patientez un tout petit peu, les choses vont se mettre en place. Lecture suivante, même pas dans le cadre d'une investigation quelconque et for amusement only, Invasion de Robin Cook. Je vous en ai déjà parlé, mais c'était il y a une trentaine de vidéos de cela, alors que je vous disais que ce serait probablement la dernière. Dans ce livre, il était question d'un débarquement d'extraterrestres dans des vaisseaux minuscules qui ressemblaient à de simples galets, mais qui piquaient ceux qui s'en saisissaient et les contaminaient. Sauf qu'au lieu de contracter une étrange maladie venue des confins de l'univers, ils présentaient les symptômes d'une simple grippe. Sauf que les gens pouvaient soit en mourir dans d'atroces souffrances, ou simplement s'en trouver différents, un peu gaga, un peu euphoriques, soucieux de la nature et finalement très malléables. En quelque sorte, si l'on extrapole seulement un peu, on pouvait dire qu'ils devenaient des esclaves très manipulables, exploitables. Bien sûr, ça restait toujours de la science-fiction, du roman. Néanmoins, je me suis fait la réflexion que depuis le début de la pandémie, exprès ou pas, tout ce que je lisais avait un rapport proche ou lointain avec la réalité de terrain. Sauf que j'ai jamais dit qu'il était question ici d'extraterrestres. Alors vous le savez comme moi, surtout dans le contexte qui est le nôtre, et plus encore dans celui qui était le mien, puisque j'étais alors en interruption de travail en raison des médicaments immunosuppresseurs que je prenais, j'étais une victime toute désignée du Covid. Je me souviens que le médecin du travail m'avait prié de rentrer chez moi dardard, car j'étais en danger de mort, ni plus ni moins. Dans ces conditions, il fallait que je me change les idées, que je pense à autre chose, que je relâche la pression, et c'est ainsi que j'en suis revenu à l'un de mes dadas traditionnels avec la guerre 40-45 et la lecture de 2 livres sur Goebbels par Peter Longgry. Avec Goebbels, me voilà parti bien loin en arrière dans le temps. Aucun risque d'y trouver un coronavirus, et encore moins dans un P4, et à cette époque, l'un des géants de l'informatique est encore en culotte courte. À vrai dire, j'ai trouvé ce livre un peu décevant, se contentant d'épiloguer sur les carnets de notes de ce personnage. Mais pour couper au court, et pour ceux qui seraient trop jeunes pour le savoir, je reprends ici un court extrait de la présentation de Wikipédia à son sujet. Du fait de son action de 1933 à 1945, au ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande, son nom reste indissolublement lié à l'emploi des techniques modernes de manipulation des masses et un modèle pour la propagande des États totalitaires. Antichrétien radical et surtout antisémite acharné, il a joué un rôle moteur dans les persécutions contre les juifs allemands par ses discours enflammés et notamment en organisant la Nuit de Cristal en novembre 1938. Ça, c'est de l'histoire. Bon, avant d'aller plus loin, il faut que je fasse ici quelques petites précisions afin d'éviter tout quiproquo. Mon intérêt pour la Seconde Guerre mondiale est absolument étranger à toute forme d'antisémitisme de ma part ou à toute idéologie de type néo-nazi ou que sais-je encore. C'est seulement l'histoire de cette guerre qui m'intéresse, notamment parce que mes parents m'en ont beaucoup parlé pour l'avoir bel et bien vécu et que ça marque forcément un petit gosse qui entend toutes ces histoires. Mais cette lecture donne finalement une idée de ce qui se passe peut-être actuellement. Rendez-vous compte, la manipulation des masses par la propagande, c'est-à-dire l'influence du mensonge organisé de manière à tenter d'influencer le cours de la guerre et en vue de l'assujettissement de la population pour la réduire à la cause voulue par l'État. Ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons sous certaines formes? Ça, c'est une question, et vous savez comme moi que les questions ne peuvent nullement être incriminées, il n'y a que les réponses, et je ne les formule pas.
censure de la vérité, fake news, et contre fausse vérité, écran de fumée, diversion verbale, politiques et autres, points d'interrogation. Et puis, un fameux slogan, plus c'est gros et plus ça passe. Et ça émane donc de Goebbels. Est-ce que ça ne vous dit pas quand même vaguement quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ça quelque part? Par exemple chez Hello les amis, ou encore chez un Belge expatrié au Canada. Est-ce que vous n'avez pas aussi entendu un certain président de la France, Emmanuel Macron, nous répéter nous sommes en guerre, etc. Et c'est là que ça a commencé à faire tilt chez moi. Oui, et c'est ici qu'on va rentrer dans les trucs qui vont vous paraître complètement invraisemblables et que vous aurez peut-être tendance à ne pas croire, et je comprendrai parfaitement. Et pourtant, je vous le garantis encore une fois, c'est parfaitement authentique de A à Z. En effet, c'est là qu'il faut que je vous dise quelque chose qui va complètement sortir de votre entendement et qui va peut-être vous obliger, vous faire croire que je suis un prétentieux ou un vantard, enfin quelque chose comme ça. Bon, je vous le donne en mille, tant pis, je suis supposé être médium, ou du moins nanti de certaines facultés un peu étranges. Je vous avoue franchement que je n'y ai moi-même pas cru, et ce pendant très longtemps. Il faut savoir que je suis de formation scientifique, donc rationnelle, terre-à-terre, cartésienne, et que en plus j'ai travaillé longtemps dans un milieu où, pour mettre sa mission à bien, il convient d'apporter de solides preuves. Oui, bon, j'ai en effet été détective privé, mais j'ai aussi failli rentrer à la police de Bruxelles, plus exactement à XL, où il s'agissait de remplacer des policiers qui, figurez-vous, s'étaient rendus coupables d'un cambriolage dans une bijouterie. J'ai réussi tous les examens, sauf le dernier, parce que là, il s'agissait du néerlandais oral, et à l'époque, je n'étais pas un parfait bilingue, un perfect tweetalig. Donc, en fait, ce genre de faribole, d'histoire de médiumnité et tout ça, de Madame Irma, tout ça, et moi, en principe, ça faisait deux. Les choses sont d'ailleurs encore plus compliquées quand on est soi-même concerné. Pourtant, je suis bien obligé de le dire, c'est aussi la réalité concrète de terrain qui m'a forcé à me rendre compte que, en certaines occasions, et sans que je puisse le maîtriser la plupart du temps, je suis apparemment capable de réaliser ou de percevoir certaines choses théoriquement impossibles. Ne me demandez pas d'y apporter une explication. J'ai essayé moi-même pendant maintenant 35 ans sans jamais y parvenir. Et cela dit, je n'en tire aucune validité car je ne commande rien. Ça vient quand ça veut et seulement quand ça veut. Mais quand ça vient, on peut dire que ça vient plutôt bien. Il y avait eu certains épisodes très étranges, déjà quand j'étais gosse, des rencontres, des situations très bizarres, mais que je n'ai pas pu interpréter correctement vu mon jeune âge. Et puis, il est toujours très facile de se dire, j'étais petit, j'ai été berné, ou simplement j'ai tout inventé. Quand j'avais 26 ans, que j'étais judoka et karatéka confirmé, que je sortais des amphithéâtres universitaires, ce n'était plus le même topo. Pour arrondir les fins de mois en attendant de trouver mieux, j'exerçais comme sorteur dans une boîte de nuit malfamée de la capitale belge. Ne rigolez pas, je sais bien que maintenant, bon, on ne dirait pas, mais bon, vous mettez une trentaine d'années en moins, vous remettez surtout la condition physique, vous enlevez les lunettes, et on en reparlerait. Ce soir-là, donc, la nuit du 15 au 16 septembre, je m'apprêtais à rentrer chez moi après une soirée sans problème à une cinquantaine de kilomètres, donc de l'établissement où je travaillais. Mais je faisais toujours escale par chez ma mère qui habitait la région. J'ai récupéré mes affaires avant de prendre la route à moto. C'est alors que je chargeais mes affaires dans mon coffre que je me suis demandé si j'étais victime d'une caméra cachée. J'ai regardé tout autour de moi pour surprendre le plaisantin qui me jouait un bon tour, mais il n'y avait personne. Et pourtant, j'entendais distinctement une voix me dire « N'y va pas, ne prends pas la route, il y a grand danger ». Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette blague ?» Et j'ai poursuivi mes préparatifs. Sauf que la voix s'est faite beaucoup plus insistante, au point de finir par résonner dans ma tête comme dans une cathédrale, et c'est là qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait normal pour moi. En tout cas, c'est que d'une part, je me suis dit que j'étais victime d'une forme d'hallucination, pourtant je n'avais rien consommé d'alcoolisé ni aucune substance illicite, une sorte d'autosuggestion peut-être, et que de toute façon, ne croyant pas à toutes ces sornettes, j'allais faire la démonstration de ce que tout cela n'était que bêtise. D'autre part, comme tout bon jeune homme qui se respecte, il n'y avait pas photo quant au choix qui m'était laissé. Vous allez vite comprendre. Ou bien je restais dormir bien sagement chez ma maman, ou bien je rejoignais le lit douillet de ma dulcinée.
Ah ben donc j'ai pris la route, me moquant bien de l'avertissement que j'avais reçu. C'est là que toute une aventure allait commencer. Et me voici donc parti à moto alors que la route est bonne, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de verglas, je suis en pleine forme, le véhicule est en état de marche impeccable, aucun problème, et d'ailleurs tout va se dérouler sans aucun encombre pendant environ 25 km. Je roule et tout se passe bien, d'ailleurs j'ai tendance à me dire, tu vois, tout se passe normalement, cette histoire d'espèce de prédiction, eh bien c'est de la bêtise. Quand arrive un camion qui, sans aucune raison valable, je ne me l'explique toujours pas, me chope alors que je suis à moto, c'est la culbute, et je me retrouve étalé comme une crêpe. Première constatation, le camion, il déguerpille, les routiers sont sympas, mais peut-être que le chauffeur ne s'est rendu compte de rien. Ça arrive. En attendant, moi, j'ai pas perdu connaissance, et je me dis, bon, ça va encore ramasser une pelle, bon. Et je vais relever mon véhicule pour constater d'ailleurs que celui-ci ne présente pratiquement aucune égratignure, sauf que le coffre, lui, bah, il a volé en éclats. Et je vais donc enfourcher la moto et rentrer chez moi, où là, je constaterai quels sont les bobos. Sauf que, en fait, je vais rien enfourcher du tout, je vais plutôt tomber dans les vapes. Et là, je me retrouve étendu sur la route, où je me dis, ah oui, il y a un problème. C'est probablement plus grave que prévu. Alors, je vais essayer d'appeler quelqu'un, d'appeler à l'aide. C'est ce que je fais. Je crie à l'aide, mais je constate très rapidement que je ne vais pas pouvoir crier longtemps, parce que j'ai un problème de respiration. J'arrive plus à respirer normalement. Et entre-temps, il n'y a aucune lumière qui s'allume dans l'obscurité. Je rappelle qu'il devait être aux alentours de 2 heures du matin, quelque part par là. Donc, personne pour me venir porter secours. Et je me dis, bon, ben, en fait, de toute façon, il y a quand même bien une voiture qui va passer et qui appellera donc les secours. Je vais donc attendre un peu. Je n'ai rien faire d'autre, de toute façon. Et effectivement, il y a bien une voiture qui va passer. Sauf que là, ça c'est la deuxième partie de l'ensemble des surprises. L'automobiliste fait des appels de phare, il klaxonne même, et il passe à côté, et puis il continue sa route. Ah, sympa. Non-assistance à personne en danger, ça s'appelle. Et en attendant, moi je suis bien avancé, toujours là, sur le tapis. Tapis peu confortable d'ailleurs. Je dis, bon, ben, il y a quand même bien quelqu'un d'autre qui va s'amener, mais il va quand même falloir qu'il fasse vite, parce que moi je sens que ça va de moins en moins bien. Et que si ça se prolonge de trop, eh bien il n'y aura probablement pas de demain. La respiration est de plus en plus compliquée. Il y a des autres voitures qui vont passer. Et je vais assister plusieurs fois au même manège que précédemment. C'est-à-dire que les voitures vont consciencieusement contourner l'obstacle et poursuivre leur route. C'est très agréable, je peux vous le dire. Évidemment, bon, il y a certaines choses que je peux comprendre, comme ça dans l'obscurité, par exemple une femme seule qui redouterait un traquenard, hein, un faux accident, et puis des gens qui sont prêts à venir, bon, vous avez compris. Mais bon, là-dedans, je suppose que c'était quand même pas toutes des femmes seules, il devait aussi y avoir des mecs. Eh bien non. Et il m'a fallu encore attendre un bon bout de temps, je pensais ma dernière heure arriver, quand il y a quand même 2 personnes qui se sont arrêtées et qui ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés rapidement. Je n'ai jamais connu l'identité des 2 personnes qui m'avaient finalement secouru. J'ai été transféré à l'hôpital, à la clinique du parc de Tubize, où là, il a fallu m'opérer en urgence, bien entendu. Non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois sur la même semaine. Il se faisait qu'effectivement, il y avait une hémorragie interne, de multiples fractures, dont une fracture de l'omoplate. Il y avait surtout une explosion de la rate qui nécessitait une splénectomie, donc on enlève carrément la rate, on peut vivre sans. Il y avait également plusieurs fractures de côte, dont au moins une qui perforait le poumon. D'où la première opération, la deuxième opération consistant à consolider la première. Complications en fin de semaine, où il y a eu occlusion intestinale, donc
troisième intervention. Mais là, justement, comme l'anesthésie ne pouvait pas se faire avec la même intensité, parce que vous pensez bien, 3 opérations sur la même semaine, ça fait un peu beaucoup. Et c'est là que l'on subit l'opération en question, en sentant très bien les mains du chirurgien qui tripotent dans vos boyaux. C'est très agréable, ça je peux vous le garantir. Pendant la période où je suis resté aux soins intensifs et donc à l'hôpital, il y a même donc une infirmière, débutante probablement, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin soit, qui a fait son mémoire sur mon cas, parce que, en fait, pendant mon séjour, j'ai fait à peu près toutes les infections possibles et imaginables à cause de la transfusion sanguine que j'avais subie. Et quand je suis rentré chez moi, à cause de la même transfusion sanguine en question, je me suis payé ce qu'on appelle une hépatite virile, ou plus exactement une hépatite virale. Autrement dit, j'étais jaune comme un coin et ça nécessitait une convalescence assez prolongée, sans compter les autres points pour l'enlèvement des drains, etc., tous les petits tuyaux, les petits amusements qui accompagnaient l'opération. Et je vous rappelle que donc tout ça s'était passé initialement la nuit du 15 au 16 septembre 1985. Et pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, j'étais au poste au dancing, la boîte de nuit, comme on dirait maintenant, pour exercer mon métier de sorteur. Je pense donc que j'ai démontré d'avoir fait preuve d'assez bien de courage. Mais toute cette histoire a surtout démontré une chose, c'est que finalement, j'aurais peut-être mieux fait d'écouter la prédiction dont j'avais fait l'objet. Parce que, en effet, il y avait grand danger à prendre la route. Comment est-ce que j'ai été au courant de cette prédiction? Comment quiconque d'ailleurs aurait pu savoir à l'avance ce qui allait se passer? C'est incompréhensible, mais encore une fois, je vous garantis que c'est absolument authentique de A à Z. Vous n'avez certainement aucune idée de ce qu'a pu être la vie que j'ai vécue pendant tout le temps où je me suis occupé du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, en étant donc apparemment nanti de ces facultés extrasensorielles, mais que je ne maîtrise pas. Donc je ne sais décider de rien, je ne pourrais pas ouvrir par exemple un cabinet de consultation, commencer à tirer les cartes et ce genre de choses. J'ai bien essayé de m'adonner à toutes ces fariboles. Bon, par exemple, ici, voilà, pendule, j'ai essayé, ça va me permettre de vous raconter une autre histoire dans laquelle justement j'expérimentais ces facultés et où j'avais pris donc une carte géographique sans très bien chercher, savoir ce que je cherchais moi-même, et donc j'utilise le pendule comme ça, à titre expérimental. Et celui-ci se dirige vers une région que je connais, c'est peut-être la raison d'ailleurs, il s'agit de Wodek, près de Lessine, où voilà, le point se précise, j'ai l'endroit précis, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui peut se trouver à cet endroit? Aucune idée. Ce n'est que bien plus tard que je vais faire la connaissance d'un certain monsieur qui s'appelle Rudy Cambier, et qui est un philologue, qui a fait des études très sérieuses concernant le trésor des Templiers. Il y a eu des examens avec un radar de sol, par exemple, et d'autres investigations qui ont été réalisées par des professionnels, par des scientifiques, entre autres le professeur Laoust notamment, à l'aide de l'informatique, de l'astronomie et d'autres procédés. Le philologue, M. Rudy Cambier en question, s'est basé sur la toponymie de terrain et il a pu déterminer l'endroit où devrait théoriquement se trouver l'emplacement du trésor des Templiers. Rien que ça. Hein, vous imaginez. Je vous invente rien, ça fait l'objet de tout un débat encore à l'heure actuelle au niveau politique, parce qu'il y a un projet de lotissement de terrain sur l'endroit en question, enfin voilà. Donc on ne sait pas très bien comment est-ce qu'il faut procéder. Est-ce qu'il faut procéder à des fouilles pour vérifier si le trésor se trouve bien enfoui là, ou bien s'il faut profiter de l'argent des assurances et donc de l'établissement du lotissement en question. Voilà, ça se discute au niveau politique. Et donc, il m'arrive de rencontrer le monsieur en question qui m'explique toute son histoire et qui me dit, voilà, bon, le trésor devrait se trouver ici. Et c'est là que je compare avec ce que j'avais fait au pendule, et j'ai vu que le point que j'avais déterminé arrivait en fait à 800 mètres de différence. Alors évidemment, c'est loin d'être parfait, parce que si on avait creusé là, eh bien, on n'aurait rien trouvé du tout. Mais je considère quand même que quand on ne sait même pas ce qu'on cherche, qu'on procède avec le pendule et qu'on arrive à 800 mètres de l'endroit où est supposé se trouver le trésor des Templiers,
c'est quand même déjà pas si mal. Je vais vous en raconter une autre qui est encore beaucoup plus corsée. Alors bien évidemment, on ne pouvait pas travailler seul au CERPI, il fallait bien entendu, et il y avait d'ailleurs quantité d'enquêteurs, de membres, de sympathisants, de spécialistes en ceci, en cela, des scientifiques, etc. Mais pour certaines investigations, il pouvait être pratique d'avoir des médiums avérés, c'est-à-dire autre chose que moi, des gens qui étaient capables de véritablement déterminer de quoi il s'agissait quand on recherchait quelque chose de plus ou moins occulte. Et donc, ben, je recevais des candidatures, et parmi celles-ci, je tombe un jour sur une candidature qui manque de me faire tomber de ma chaise, parce que les propos présentés dans cette candidature sont vraiment absolument aberrants. La personne, il s'agissait d'une dame, se disait être en contact pratiquement constant, permanent, avec Saint-Joseph, la Vierge Marie, Dieu, Allah, enfin bon, toutes les entités, tout le bestiaire divin. Et quand je vois ça, je me dis, mais enfin, c'est quoi cette personne? C'est vraiment une illuminée, c'est une farfelue, charlatan de la première heure, quoi. C'est pas possible, des trucs pareils. Et puis je me dis, bon, ça, ce sont ses convictions, c'est ce qu'elle dit. En attendant, pourquoi ne pas lui laisser une chance et en tout cas procéder à un test, tester cette médium en question pour voir ce que ça donne. Il y a toutes les chances que ça va nous amener à des histoires complètement farfelues qui n'auront ni queue ni tête, vous pensez bien, et donc, bon, voilà, on fait comme on a dit, j'entre en contact avec la personne, je lui propose un test. L'occasion va m'en être d'ailleurs donnée très rapidement, parce que nous avons affaire à des gens qui nous contactent parce qu'ils se trouvent très embarrassés dans leur maison qui apparemment est hantée. Il y a un petit défaut à l'histoire, c'est que leur maison se situe tout à fait à l'autre bout de la France, qui a environ 1500 km de différence, 1500 km que je n'ai pas vraiment envie de parcourir en voiture, il va falloir trouver une solution. Ils nous décrivent donc la nature du problème. Il y aurait donc une présence chez eux qui les dérange, une espèce de fantôme, si vous voulez, qui fait en sorte qu'il y a des objets qui se déplacent, il y a cette sensation de présence. Leur fille est très perturbée par cette présence et ses résultats scolaires en pâtissent fortement. Son professeur d'éducation physique, par exemple, lui dit il n'y a vraiment pas moyen d'en tirer quoi que ce soit. Cet enfant, je ne sais pas, moi, il faut la soigner psychologiquement, il y a un gros problème, enfin, soit. Et puis, il y a aussi des trucs qui tombent en panne chez eux, enfin, vous voyez à peu près la situation. Euh, je recueille certaines photos de la maison et je les transmets sans aucune indication à la médium que je vous ai signalée. Les résultats nous parviennent donc assez rapidement et elle nous explique l'histoire d'une personne qui serait décédée dans la maison en question et qui aurait très mal vécu le décès de son épouse. Enfin, bon, voilà, c'est une histoire comme ça. Moi, j'en sais rien du tout et je prends contact avec les personnes, donc de France, vous vous rappelez, à 1500 km, et elles doivent faire des recherches auprès de personnes dans l'entourage pour pouvoir s'assurer que finalement, ce que la médium a dit est parfaitement exact. Il y avait bien jadis en cet endroit un monsieur qui a connu le décès de son épouse, il était absolument inconsolable, il est décédé peu après, et on supposait donc que c'était à ce niveau-là qu'il se passait donc des choses étranges dans leur maison. Mais comment résoudre le problème? Et c'est là que j'ai eu une idée complètement aberrante, je l'avoue. Je me suis dit, je vais tenter de voir, encore une fois, à titre purement expérimental, sans aucune prétention, d'établir un rituel qui aurait le pouvoir d'agir à distance, donc à 1500 km, rappelons-le. J'ai établi donc le protocole de ce rituel en question. Je dois quand même préciser que dans la réalisation de ce protocole, de ce rituel, ce n'est pas mon influence qui est en jeu. Je demandais donc plutôt l'influence d'une entité supérieure que vous appellerez comme vous voulez en fonction de vos éventuelles convictions religieuses. Et bon, j'utilisais tous les moyens que je pouvais imaginer pour la réalisation de ce rituel. Et me voici parti
pour le faire en question. J'ai déployé, figurez-vous, une énergie, mais ce n'est pas une énergie que l'on pourrait qualifier au niveau purement physique. On ne pourrait pas donner un nom à un type d'énergie bien particulière à ce genre de truc. Mais ça m'a vraiment coûté très cher, parce que, alors que j'avais terminé le rituel, que je n'en connaissais pas du tout les résultats, j'étais complètement lessivé, mort, quoi. Ça n'avait plus rien à faire de moi, c'était dodo, j'étais crevé. Le lendemain, eh bien, je prends contact avec les personnes et je leur demande quels ont été les résultats de mon intervention. Vous avez compris, ce n'est pas réellement mon intervention, moi je n'ai servi que d'intermédiaire. Je pensais que ces gens allaient me dire, écoutez, il n'y a absolument aucune différence. Eh bien non, ils m'ont dit, écoutez, votre rituel a parfaitement fonctionné. Non seulement tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus de présence, il n'y a plus de déplacement d'objets, mais en plus, notre fille est redevenue pratiquement normale. Par la suite, on allait d'ailleurs apprendre de la part de son professeur d'éducation physique que celle-ci avait fait des progrès extraordinaires et qu'il envisageait même pour elle une carrière sportive de haut niveau. Mais il y avait plus, et là, ça c'est vraiment, ça devient de l'anecdote pratiquement hilarante, c'est que ces gens m'ont dit, vous savez, votre rituel, il a sans doute marché beaucoup plus que vous l'imaginiez. Parce que nous avions chez nous des appareils électroménagers qui étaient en panne. Et les réparateurs étaient venus, ils nous avaient dit, écoutez, ça de toute façon, il ne faut plus compter sur une réparation quelconque, c'est mort. Eh bien, ils se sont remis à fonctionner aussi. Alors, après cette aventure, quand même, quoi, je me suis dit, si je la raconte, il y a plein de gens qui vont me téléphoner pour me demander une intervention pour leur matériel électroménager. Non, ça marche pas comme ça, je fais pas ce genre de choses chez nous. Voilà. Alors, devenons sérieux pendant quelques instants tout de même, parce qu'il va falloir retrouver le fil de notre idée initiale. Donc, alors, ce genre de rituel s'est encore reproduit par la suite à diverses occasions, dans lesquelles j'ai eu notamment à être confronté à une sorcière particulièrement puissante. C'était également en France, mais beaucoup plus près. Et en d'autres occasions, j'ai été confronté à ce que l'on pourrait appeler donc des entités pas très recommandables, un petit peu comme dans les épisodes de Warren. Chaque fois, ça s'est bien terminé, donc favorablement, donc à notre avantage, avec solution du problème, mais au cours de ces rituels, qui n'ont pas été nombreux, moins de 5 en réalité, j'ai très rapidement compris que je me retrouvais complètement épuisé. L'épuisement n'est même pas encore un terme qui suffit pour décrire la situation. Et donc, c'est bien simple, j'ai décidé d'arrêter purement et simplement ce type d'intervention qui risquait de ruiner ma santé. Et il est d'ailleurs possible même que ce genre de choses ait entraîné chez moi pas mal de problèmes de santé ultérieurs. Bon, mais ce serait oublier quand même un détail, c'est que c'est pas parce qu'on décide soi-même de ne plus pratiquer que les facultés s'en vont d'elles-mêmes. J'ai bien dit dès le départ que je ne maîtrisais rien, hein. Donc, c'est un petit peu resté comme un jardin en friche dont on ne s'occupe pas et où apparaissent rapidement tout plein de broussailles. Et donc, ça fonctionne comme ça fonctionne, ni plus ni moins. Or ici, les 2 dernières années où j'ai pratiqué au CERPI, je me suis rendu compte que dans nos investigations, il y avait parfois des points dans lesquels on se posait pas mal de questions pour trouver la solution de l'énigme. Et il se fait que dans mes lectures, je constatais avec effarement que pratiquement à chaque fois, cette lecture me permettait de trouver, sinon la solution, du moins, je veux dire, une piste une piste très intéressante qui nous permettait indirectement de trouver la solution. Et c'est là que l'on en revient donc à la question. Ça s'est produit également, on va dire peut-être pour être prudent, dans l'histoire du Covid-19.
Alors donc, pour en revenir à la question de ces livres qui auraient un pouvoir, je dirais, assez révélateur, il y en a un premier qui m'a été en fait soufflé par l'ami Silvano et qui a consacré d'ailleurs toute une émission au sujet d'un auteur, désormais assez connu quand même d'ailleurs, il s'agit de monsieur Pierre Hillard, qui a sorti notamment le livre Sionisme et mondialisme, qui est une fameuse brique d'environ 500 pages, qui n'est pas facile à lire, mais qui donne énormément de renseignements quant au mondialisme. Et à propos de ce monsieur et de ses recherches, ce monsieur qui est quand même un érudit, je vais, plutôt que de rentrer moi-même dans le grand détail qui nous mènerait très loin, vous proposer donc un résumé à l'aide d'une fiche que vous allez trouver ici dessus en guise de suggestion. Il s'agit d'un résumé et vous allez voir qu'il y a énormément de suggestions, d'idées, de coïncidences par rapport à la situation actuelle, notamment le transhumanisme, la question de la religion, et que l'on y retrouve bien entendu aussi pas mal de connotations en rapport avec la guerre 40-45 dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. On va continuer en accélérant le mouvement parce que cette vidéo est déjà assez longue, avec un livre de Preston and Child, et ça ce sont vraiment les auteurs que moi j'apprécie tout particulièrement parce que c'est typiquement dans le genre, à la fois dans le paranormal, le surnaturel, etc., et à la fois dans certains tomes en tout cas, des investigations de type policier. Et donc, il ne faut pas plus pour plaire donc à l'ancien détective privé que vous savez. Ici, il s'agit bien d'une enquête de l'inspecteur Pendergast dans le livre Valse macabre, dont je vous passe ici maintenant la couverture. Il s'agit d'un livre manifestement très sombre, avec beaucoup d'action, de l'action sanglante, enfin bon, pas mal de choses très obscures et inquiétantes, dont je vais d'ailleurs vous lire la quatrième de couverture pour que vous situiez un petit peu le sujet. William Spitback, reporter au New York Times, et sa femme Nora Kelly, archéologue au Muséum d'histoire naturelle, sont sauvagement agressés dans leur appartement de Manhattan. William est tué et le meurtrier, rapidement identifié par les caméras de vidéosurveillance, se révèle être mort et enterré. Il y a comme un os. Un tel mystère ne peut laisser insensible l'inspecteur Pendergast. Avec son acolyte Vincent d'Acosta, il fait la plus troublante des découvertes, une secte secrète, la ville, tapie depuis 2 siècles au cœur de Manhattan. Quel rapport entre cette secte aux pratiques vaudou et la résurrection de zombies tueurs? Bien, effectivement, déjà, on ne voit pas la collection en question, mais on la voit encore moins en ce qui concerne le Covid-19. Je ne fais pas exception, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, ce rapport, sauf à partir du moment où il a été question de tests PCR. Et quand on fait quelques recherches, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait effectivement d'un moyen de procéder à une identification génétique, comme on le fait dans certaines enquêtes. C'est en tout cas un moyen. Je ne dis pas que c'est le but, et tout ceci ne repose que sur une hypothèse, nous sommes bien d'accord. Mais en attendant, l'ensemble des tests PCR très répandus, et pas seulement dans notre pays, mais à une échelle beaucoup plus grande, pourraient donc déjà servir en quelque sorte de préalable au passeport identitaire, au passeport vaccinatoire dont il est beaucoup question dans cette affaire. Vous voyez le rapport? On va en venir maintenant au bouquet final que j'ai trouvé chez l'auteur Jean-Christophe Granger avec le titre La dernière chasse, dont voici la couverture. Alors ici encore, vous n'allez pas voir le rapport direct. Je vous lis la quatrième de couverture. À quelques kilomètres du lac Titissi, le corps d'un homme est retrouvé sans vie. La victime, Jürgen von Geiersberg, héritier d'une des plus grosses fortunes d'Allemagne, a été égorgé avant d'être décapité. Travaillant pour un nouvel organisme chargé d'aider la police et la gendarmerie dans les affaires difficiles, le commandant Pierre Niemans et sa coéquipière, le lieutenant Ivana Bogdanovich, sont envoyés en forêt noire. Leur enquête les emmène sur la piste des chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler en 1941 et spécialisé dans la traque humaine.
Peu à peu, il multiplie les rencontres étranges et remonte aux racines du mal. Mais la bête immonde n'est peut-être pas celle que l'on croit. Alors ici, on a franchement des sous-entendus, des suggestions pour le moins troublantes. Parce que, en fait, on peut toujours se dire, évidemment, il ne s'agit que d'un roman. C'est entendu. Ça émane de l'imagination d'un auteur, nous sommes bien d'accord. Seulement, il se fait que les chasseurs noirs ont bel et bien existé. Après recherche, ces fameux criminels enrôlés par Himmler, on revient sur la guerre 40-45 en 1941, eh bien, ils ont existé. J'ai fait la recherche en question, ça a porté plusieurs noms, et il y a un nom célèbre qui revient à leur tête, c'est Oscar Dirlewanger. Ils sont spécialisés dans la traque humaine. Bon, ici, mais en fait, bon, il se dit certaines choses de la part de certains lanceurs d'alerte qui malheureusement nous ont quittés sur cette plateforme à propos de la forêt noire. Il se dit pas mal de choses aussi à propos de traque humaine, ça je ne vous en dirai pas plus. Mais il faut savoir que la forêt noire n'est pas finalement très très loin de chez moi. C'est pas tout près non plus, évidemment, mais il n'y a pas 1500 kilomètres. Et nous avons des personnes sur place pour assurer l'investigation. Ça, c'est intéressant. Mais plutôt que d'en débattre avec vous très longuement, d'entrer dans des détails et des complications, je vous propose des suggestions que vous trouverez donc ici dans le bandeau supérieur et qui devraient être parfaitement accessibles puisque ça date déjà d'il y a un certain temps et que jusqu'à présent, ça n'a pas été supprimé par qui vous savez. Rien de tel, en fait, quand les choses sont exprimées d'un côté par des journalistes, ça a le mérite d'être dit, ou même parfois par l'un des principaux intéressés. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui. On a déjà évoqué pas mal de matières, vous avez de quoi cogiter sur le sujet. Et n'oubliez pas, bon, évidemment, pour faire court, si je puis dire, j'ai passé certains livres sous silence. Je ne pouvais pas tout déballer ici parce que sinon on aurait eu une vidéo qui aurait fait plusieurs heures. Donc, mais vous voyez un petit peu le style. Voilà, il me reste donc maintenant à vous souhaiter comme d'habitude plein de bonnes choses. Vous savez que je ne lâcherai pas le morceau, ça, il n'y a rien à faire. Ici ou ailleurs, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous conseille toujours de ne pas céder à la panique parce que les choses, c'est vrai, surtout en Belgique maintenant, sont particulièrement préoccupantes. Il ne faut pas faire de bêtises, il faut être prudent, il faut également réfléchir avant d'agir. Il faut penser tout court, ne pas toujours tout prendre pour de l'argent comptant, faire fonctionner son libre arbitre, enfin, ce genre de choses, sans vouloir nier le moins du monde la situation présente qui mérite bien entendu d'être prise en considération puisqu'il s'agit de vie humaine. Donc ce n'est pas à négliger. Donc soyez prudents, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.